Bien. Je vous rappelle le plan du cours que j'ai fixé pour mémoire. Et donc, je suis maintenant dans la zone de l'expansion du système d'enseignement secondaire et supérieur. Et je vais toucher aussi ce matin, j'espère en avoir le temps, à la question du rendement salarial de la formation. Alors, les données que les sociologues et les économistes ont rassemblées et analysées sur les systèmes de formation et leurs liens avec l'emploi, le salaire et la carrière permettent de documenter toute une série de faits sur l'évolution, sur l'état présent du système de formation et sur sa relation à l'emploi et la rémunération des investissements en formation. Ce qu'on sait très bien maintenant, c'est à quel point l'augmentation du niveau d'éducation des générations successives a été continue et remarquable depuis un demi-siècle. La durée des études s'est considérablement allongée, essentiellement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Moins de la moitié des jeunes de 14 ans étaient scolarisés en 1946. La scolarité obligatoire a été instaurée en 1959 par une réforme Berthoin. Et ici, vous avez la chronologie des différentes réformes qui ont eu lieu. Berthoin n'est pas dans cette liste, c'est le socle, disons, la scolarité obligatoire à 16 ans. Et puis ensuite viennent la création d'un bac technologique en 1968, je vais y revenir, la création du collège unique en 1975, qui permet d'accueillir la quasi-totalité des élèves de la 6e à la 3e, puis la création d'un bac professionnel. Ce sera un des jolis sujets à étudier tout à l'heure, c'est la diversification des baccalauréats qui est corrélée à la croissance du nombre de bacheliers. Et puis ensuite, les objectifs successifs de fixation de 80% d'une classe d'âge qui doit atteindre le baccalauréat, ça date de 1989. Et en 2005, une loi d'orientation qui fixe également un objectif de 50% d'une génération qui doit obtenir un diplôme d'enseignement supérieur. Donc on fixe un certain nombre d'horizons. On l'a révisé à la hausse à 60% et tout en ayant pour objectif de remanier probablement la relation entre le secondaire et le supérieur, mais ça, j'y viendrai plus tard. Et puis d'autres réformes qui sont mentionnées sur ce tableau, je ne vais pas toutes les détailler. En tout cas, ce qui est tout à fait clair, c'est que cette durée médiane des études a doublé en 50 ans. Elle est passée de 7 à 14 ans. Et pour les plus âgés, la croissance du taux de scolarité s'est accélérée à partir des années 80. Et en 96, par exemple, pour prendre ce repère qui est à peu près situé dans la deuxième massification étudiante, plus de 4 jeunes sur 10 sont étudiants à 21 ans et encore 2 sur 10 à 23 ans. En 1946, ça n'était le cas que de moins de 5 jeunes sur 100 entre 20 et 23 ans. Donc vous voyez, notre monde de la formation secondaire et supérieure s'est vraiment profondément transformé. Ici, je vous présente les courbes d'une histoire longue des taux de scolarisation et de la proportion de bacheliers, qui est un repère symbolique majeur, évidemment, dans nos systèmes. La courbe part de 1911 et va jusqu'à 2012. Et vous voyez le mouvement de progression qui a été relativement modéré jusque au milieu des années 60. À cette date-là, un jeune sur 10 obtenait le baccalauréat, mais c'est la création du baccalauréat technologique en 1965 et sa mise en œuvre en 1968 qui permet une progression importante du nombre de bacheliers jusqu'au milieu des années 80, alors que l'accès au baccalauréat général stagnait. Ensuite, ce sont les deux baccalauréats général et technologique qui progressent jusqu'au milieu des années 90, et puis eux-mêmes stagnent. Et c'est en fait la création d'un autre baccalauréat, le baccalauréat professionnel, qui est en noir sur cette figure, qui crée à nouveau un mouvement de remise en avant et d'augmentation du taux de bacheliers. Et donc, c'est lui qui est responsable de l'essentiel de l'augmentation du taux de bacheliers depuis à peu près 20 ans. Aujourd'hui, un bachelier sur 2 est titulaire d'un baccalauréat général.
Donc on le voit là, c'est une des leçons qu'il faut retenir au long de cette séance d'aujourd'hui, la diversification des filières a un effet propre sur l'augmentation et l'allongement de la scolarisation. Cette analyse de l'interaction entre augmentation de la scolarisation, du nombre d'élèves et sa diversification de cette scolarisation peut s'étendre aussi à la composition sociale, évidemment, des cohortes d'élèves et de bacheliers. Ici, vous en avez une vision longue qui part, ce sont des données de génération. On prend les élèves à partir de leur date de naissance, on part des années 20 et de la fin des années 20 et on examine le rapport entre, en bleu, les enfants de cadre et en noir ou en bleu foncé, les enfants d'ouvriers. C'est un des repères classiques d'analyse des inégalités. Sa valeur explicative se déforme un peu à mesure que la société française elle-même se transforme et que le nombre d'ouvriers et le nombre de cadres évoluent, mais c'est un bon marqueur dans une histoire longue des différences sociales. En vert, c'est le taux général, et ici, ça concerne l'obtention du baccalauréat selon la génération et le milieu social. Donc vous voyez qu'il y a incontestablement un effet de rattrapage. Les enfants d'ouvriers accèdent progressivement au baccalauréat sous l'impulsion des réformes scolaires, de l'offre scolaire grandissante et de l'amélioration générale des conditions de vie. Ici, vous en avez une vision plus rapprochée qui concerne la période la plus récente. En rouge, les enfants d'ouvriers ou d'employés, en vert, les enfants de cadres ou de professions intermédiaires. Donc on a adopté ici une nomenclature différente. Ce sont des calculs à partir des enquêtes emploi de l'INSEE. Ces sources statistiques sont de l'INSEE ou des sources ministérielles qui compilent essentiellement des données standardisées pour former des séries longues. Encore une fois, à partir des années de naissance des élèves. Et donc, on voit bien qu'il y a un mécanisme de rattrapage. Les enfants de cadre sont déjà situés très haut depuis longtemps, je vais y revenir dans la proportion des réussites au baccalauréat, et les enfants d'ouvriers rattrapent peu à peu ce différentiel. Les enfants nés en 80, les élèves nés entre 84 et 88, pour 55% d'entre eux, 55% des enfants d'ouvriers atteignent le baccalauréat, 84% des cadres, et ce différentiel était de 61 pour les enfants d'ouvriers, de 21 pour les enfants d'ouvriers à 62 pour les enfants de cadres. Donc, vous voyez que l'écart se réduit, mais il demeure. Et en réalité, il se transforme aussi. Le type même de baccalauréat, comme je l'ai dit tout à l'heure, est très différenciateur. Beaucoup plus de détenteurs d'un baccalauréat professionnel ou technologique sont enfants d'ouvriers. Vous le voyez ici. Ici, c'est la filière du baccalauréat professionnel. Les enfants d'ouvriers sont là. Ils sont 45% à être dans cette filière, à obtenir un baccalauréat professionnel parmi les enfants d'ouvriers, alors que les cadres sont 76% à obtenir un baccalauréat général. Et la hiérarchie des positions sociales est à peu près ordonnée avec la composition des filières du baccalauréat. Socialement, le baccalauréat général reste sélectif socialement par rapport au baccalauréat professionnel qui est porteur, comme je l'ai dit, de la croissance et de la démocratisation. Donc, on le voit en 2014, par exemple, 45%, comme je l'ai dit, des enfants d'ouvriers sont bacheliers d'un baccalauréat professionnel, alors qu'ils ne sont que 32% à avoir un baccalauréat général. C'est l'inverse pour les cadres. Et si on veut continuer, on peut encore différencier en examinant les filières du baccalauréat général. Ici, vous avez des données qui décomposent encore un peu plus. En baccalauréat professionnel, c'est le bleu foncé. Le baccalauréat général hors baccalauréat S, c'est-à-dire scientifique, c'est la figure
gris, bleu, clair. Le baccalauréat technologique, c'est cette figure-là, c'est cette couleur-là, bleu intermédiaire. Et le gris, c'est le baccalauréat scientifique. Et vous voyez où se situent les enfants d'enseignants. Comme je l'ai déjà dit dans mon premier cours, les enseignants sont nos insiders. Ils ont des scores remarquables, évidemment, d'utilisation du système scolaire, de titre de parents et donc d'enfants d'enseignants. Les cadres se situent à peu près à la même hauteur, mais le baccalauréat S est extrêmement différenciateur. Vous voyez où se situent les ouvriers qualifiés, non qualifiés, ou les employés par rapport au score des cadres et des enseignants. C'est un résultat important parce qu'il a une force considérable sur l'accès aux différentes filières de l'enseignement supérieur. On le verra plus tard et on le reverra dans les analyses assez précises que nous avons faites sur les coefficients des épreuves d'accès au concours, d'accès aux grandes écoles par le concours, qu'on peut littéralement hiérarchiser. On peut hiérarchiser les écoles à travers les coefficients des épreuves en mathématiques, ce qui est une sorte d'horloge déterministe, si vous voulez. La formation scolaire et universitaire est une trajectoire longue dans la vie des individus. Au moins 11 ans s'écoulent entre le début et la fin de la scolarisation obligatoire, et cette durée est une durée minimale. Elle peut aller jusqu'à 25 ans et même bien davantage dans le cas de formation supérieure longue, doctorale ou des études de médecine. C'est donc un parcours qui est fait de toute une série de transitions qui sont réussies ou non, et les politiques scolaires ont progressivement abaissé puis éliminé la sélectivité des transitions de l'école au collège, puis du collège au lycée, et en augmentant, on l'a vu, la longueur des parcours scolaires d'un nombre croissant d'élèves. Alors, il y a un paradoxe que des collègues ont étudié, Marion Sels et Louis-André Vallée. C'est un paradoxe qui met en rivalité, en quelque sorte, une démocratisation quantitative et une démocratisation qualitative. Les deux auteurs dont je parle, Marion Sels et Louis-André Vallée, dans un article de 2006 dans les données sociales de l'INSEE, ont constaté ceci. Il y a bien une démocratisation quantitative. En un demi-siècle, avoir au moins le bac est devenu une situation majoritaire, alors qu'elle correspondait cette situation majoritaire était essentiellement celle d'obtenir ou non le diplôme de CEP, certificat d'études primaires. Et cette expansion a profité aux enfants de toutes les catégories sociales. On l'a vu tout à l'heure, dans la génération 1900-1922, moins de 5% des fils et moins de 3% des filles d'agriculteurs, l'agriculture pesait encore beaucoup dans l'économie à ce moment-là, obtenaient au moins le baccalauréat, alors que c'est le cas de 70% des enfants d'agriculteurs dans la génération 74-76. Donc on ne peut pas contester cette démocratisation quantitative, elle est flagrante. Et il en va de même pour les ouvriers, je l'ai déjà dit. L'évolution est moins forte pour les enseignants, les fils d'enseignants et d'instituteurs, tout simplement parce qu'ils se situaient eux-mêmes déjà très haut dans la réussite scolaire et l'atteinte du baccalauréat. Il est tout de même remarquable de penser et de savoir que pour la génération des enfants nés en 1920 à 22, 73% des fils et 68% des filles d'enseignants obtenaient déjà le baccalauréat. Et ils sont 87 et 89% fils et filles dans la génération 74-76, donc vous voyez qu'il y a un mécanisme de plafonnement, mais on part de très haut depuis très longtemps déjà. C'est tout à fait étonnant. On comprend que le monde de l'enseignement soit un des grands socles de la société française pour plusieurs raisons, et à la fois comme producteur de savoir et transmetteur de savoir, mais aussi comme utilisateur du savoir à transmettre à titre privé. Alors, une fois cette démocratisation quantitative posée, il faut examiner
une démocratisation qualitative. Comment donc les inégalités d'accès au diplôme entre catégories sociales ont-elles été réduites et à quelle période? Et il y a un paradoxe que veulent résoudre les deux auteurs dont je parlais. D'une part, les inégalités d'accès au diplôme selon l'origine sociale ont bien diminué. Ça, c'est établi, donc je n'y reviens pas, sur une cinquantaine d'années. Mais d'autre part, en prenant en compte les seuls diplômés de ce qui est maintenant la nouvelle frontière des études, c'est-à-dire les diplômés du baccalauréat, donc en se plaçant maintenant au point de bifurcation qui est le plus symbolique des performances de démocratisation scolaire, en fait, on voit que les inégalités d'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur ont augmenté entre les générations nées dans les années 20 et les générations nées au milieu des années 70. C'est un paradoxe, effectivement. Comment peut-on comprendre les deux faits simultanément? Alors, pour le faire, on peut procéder en trois temps, comme le font les auteurs. D'abord, on croise pour chaque génération le diplôme le plus élevé qui a pu être obtenu par chacun avec l'origine sociale. Ici, c'est la profession du père. On ne distingue pas les diplômes, on dit diplômé ou non. Après tout, c'est une distinction qui est très importante. Qualifié ou non, pensez au débat actuel sur le taux de chômage avec son incidence considérable sur les non-diplômés et les non-qualifiés. C'est évidemment une première distinction qui est intéressante. Le travail est fait. L'indicateur qui est utilisé ici, c'est un indicateur des inégalités d'accès au diplôme. Ce n'est pas un taux d'accès au diplôme, c'est un indicateur d'inégalité d'accès. C'est un calcul de rapport de chance, qu'on appelle des odd ratios, entre les individus d'une génération qui sont d'origine sociale différente et qui peuvent ou non, qui peuvent accéder à un diplôme A plutôt qu'à un diplôme B. Voilà le coefficient d'inégalité qui est utilisé. Et on part d'une situation, on fixe le coefficient à 1 pour la première génération et on regarde comment ce coefficient se comporte. Il traduit donc ce coefficient la force générale du lien entre origine sociale et diplôme dans une génération donnée. S'il est supérieur à 1, il y a une croissance des inégalités. S'il est inférieur, il y a une diminution. Donc, on peut regarder ici, on voit comment le coefficient se comporte. Il a un caractère de plateau pendant une certaine durée qui correspond aux générations jusqu'aux années nées en 1935 à peu près, puis la décroissance s'amorce. Il est remarquable d'ailleurs de constater que une partie importante du progrès est réalisée avant même les grandes réformes éducatives qui visaient la démocratisation de l'école dans les années 60, à la fin des années 50 et les années 60. C'est un point tout à fait intéressant. Et puis ici, le mécanisme, si on prend la totalité des diplômes possibles et qu'on regarde le taux d'accès à au moins un diplôme, voilà le mécanisme, enfin la courbe se comporte ainsi. Elle décroît ensuite assez lentement et elle décroît un peu plus dans les années 60, pour les générations des années 60. C'est l'effet cumulé des réformes scolaires progressives, mais avec ce simple indicateur-là, on voit que le mouvement est à une vitesse inégale et il a des pentes inégales. Ensuite, on peut regarder, pour résoudre ce paradoxe, on peut regarder comment on accède à un diplôme donné. Et voilà l'exercice. Et donc, on croise à nouveau l'origine sociale des individus avec l'accès à un diplôme donné. Et on regarde comment se comportent les inégalités sociales face à cet accès à un diplôme donné. En noir, c'est au moins avoir le baccalauréat. En rouge, c'est avoir au moins 3 années, un diplôme d'au moins 3 années après le baccalauréat. Et ici, un diplôme d'au moins 1 ou 2 années après le baccalauréat en gris. Et donc, là encore, vous voyez le mouvement général, il se comporte comme précédemment, il y a une décroissance des inégalités. Les inégalités d'accès ont décru au fil des générations. Donc, on est bien encore dans le cadre que j'ai indiqué tout à l'heure de démocratisation quantitative qui a un effet propre sur le taux d'accès à des diplômes
qu'on prenne le diplôme comme dans la première figure minimal, ou bien, enfin, comme seuil, un diplôme minimal, ou bien maintenant des diplômes plus sélectifs. Mais quand on va regarder ensuite ce qui se passe au fil des transitions dans le système éducatif, cette analyse en termes de transition, elle nous vient notamment d'un article pionnier d'un sociologue américain qui s'appelle Robert Murray, MAR, en français M-A-R-E, Social Background and School Continuation Decisions, et puis un autre article de 81, le premier de 80, l'autre de 81, Change and Stability in Educational Certification, et qui consiste à étudier, comme je l'ai dit, la carrière, la trajectoire scolaire comme une succession de transitions et d'analyser donc des taux, des probabilités de franchir ou non une transition et d'obtenir un diplôme du niveau supérieur. Et donc, là, on décompose la situation en prenant uniquement les diplômés au baccalauréat. Pardon, on regarde la première transition, on regarde ceux qui ont obtenu au moins le CEP ou moins, et on voit le comportement en termes de score d'inégalité. Ce qui est intéressant, c'est que pour les diplômes inférieurs au baccalauréat, on a une décrue des inégalités, mais c'est ici que les choses se renversent à partir du diplôme du supérieur pour les seuls titulaires du baccalauréat ou davantage. Est-ce qu'ils ont la possibilité d'aller dans le supérieur ou non? Et on voit qu'ici, pour ceux qui ont le baccalauréat, quel est le rapport de chance en termes sociaux, de score d'inégalité? On voit que le taux s'élève. Donc, il y a bien un problème d'inégalité sociale qui se reconstitue à un moment donné quand il s'agit de franchir la transition du baccalauréat à l'enseignement supérieur. L'inégalité d'accès augmente en fonction de l'origine sociale. Donc, au total, là j'avais le mécanisme de tous les diplômes possibles, mais je vais le passer. Au total, l'analyse contenue dans les figures 1 et 2 montrait que les inégalités d'accès au diplôme selon l'origine sociale ont bien diminué entre les générations sur un demi-siècle. Les diplômes sont devenus moins sélectifs, d'abord les premiers diplômes, puis le baccalauréat. Mais l'expansion de l'enseignement supérieur, de l'enseignement général, propulse vers l'enseignement supérieur une part croissante d'une génération et les inégalités d'accès se translatent. On l'a vu dans la figure 3, si on regarde uniquement ceux qui détiennent le baccalauréat et qui accèdent au supérieur, alors on voit que le score des inégalités s'élève. Quelle est l'explication de ce mécanisme? Eh bien, avec l'expansion de la scolarisation, les titulaires d'un baccalauréat représentent une fraction croissante d'une génération, mais cette population de bacheliers est plus hétérogène à mesure qu'on avance dans le temps et que les effectifs augmentent, hétérogène en termes de performance, de motivation, d'aptitude individuelle. Et donc, au sein de cette population plus hétérogène, les chances sont socialement plus inégales d'aller jusqu'au diplôme du supérieur que parmi les bacheliers d'autrefois. C'est la conséquence d'un mécanisme sur lequel l'expansion scolaire a voulu agir. Dans les années 60, les enfants des classes populaires qui parvenaient à faire des études secondaires et éventuellement supérieures étaient beaucoup moins nombreux, mais ceux qui réussissaient à franchir ces épreuves étaient, comme on l'a écrit, c'est un concept qui est employé notamment par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, notamment dans leur livre La reproduction, ces élèves-là étaient sursélectionnés. Un mot sur ce concept de sursélection, tel qu'il est utilisé par Bourdieu et Passeron. Ils examinent la maîtrise de la langue écrite et parlée des élèves dans l'univers scolaire, sachant que la compréhension et le maniement de la langue, c'est-à-dire un vocabulaire plus ou moins riche, une syntaxe plus ou moins élaborée, un système de catégories qui est dans la langue, qui fait partie du principe générateur de l'aptitude au langage, plus ou moins complexe,
et donc une aptitude au déchiffrement et à la manipulation de structures complexes. Tout ça dépend pour une part de la complexité de la langue qui est transmise par la famille et ensuite développée dans l'univers scolaire. Et cette langue, c'est le point principal d'application du jugement des maîtres à l'époque de l'enquête de Bourdieu et Passeron. Et la sursélection, le concept de sursélection veut dire ceci: la sursélection des étudiants populaires permet d'expliquer l'annulation ou l'inversion de la relation entre origine sociale et niveau de réussite. En effet, les étudiants, les élèves des classes populaires qui ont réussi à avancer aussi loin que leurs camarades des classes supérieures ont dû évidemment accomplir plus, intérioriser davantage les ressources du langage et les maîtriser davantage, faire en quelque sorte plus d'efforts, mobiliser davantage de ressources que leurs camarades, mieux dotés socialement. Et donc, ce franchissement des épreuves les dote d'une capacité qui est plus homogène et qui permet d'expliquer que leur réussite scolaire, leur performance scolaire peut être équivalente à celle d'enfants mieux dotés socialement. Et l'analyse ici s'applique, dans le cas des travaux de Bourdieu et Passeron, de mécanismes de sursélection. Cette analyse s'applique à un système scolaire qui ne conduisait pas du tout la quasi-totalité d'une génération jusqu'à la fin des études en collège et ensuite une majorité jusqu'au bac. Dans les années 90 et 2000, c'est très différent. Les élèves des classes populaires franchissent en beaucoup plus grand nombre les premières transitions. La scolarité est devenue obligatoire, donc le franchissement de la première transition, c'est-à-dire l'entrée en sixième, est quasi totale. Et jusqu'à la troisième, la très grande majorité des élèves vont jusque-là, puisque ça fait partie du principe de la scolarité obligatoire. Mais ces filières ne sont plus sélectives. Mais évidemment, à partir pour ceux qui sont parvenus au bac, il y a un effet de rappel des ressources sociales pour s'engager dans l'enseignement supérieur. Et pour comprendre ce phénomène-là, on dispose d'enquêtes longitudinales. C'est une ressource extrêmement précieuse des sciences sociales que de suivre les individus dans le temps. Et on observe donc leurs résultats scolaires, les taux de passage dans les transitions clés, l'avance ou le retard de scolarité et les performances. Et comme on a les caractéristiques sociales de ces élèves, on dispose donc d'un excellent outil d'analyse des inégalités scolaires et des facteurs, au moins des facteurs exogènes de la réussite du parcours aux différents niveaux de diplôme. Je parle de facteurs exogènes, c'est-à-dire des facteurs qui ne sont pas endogènes, autrement dit des facteurs qui ne sont pas imputables à l'organisation même du travail de l'élève dans sa classe et dans son établissement, ni des facteurs imputables aux caractéristiques des enseignants, ni des facteurs caractéristiques des pairs de l'élève, des camarades de classe de l'élève, qui varient aussi avec la réussite scolaire. Ces sujets-là sont devenus des sujets aussi très importants de la recherche. Quel est l'effet établissement? Quel est l'effet des pairs? Mais les analyses longitudinales permettent essentiellement d'abord de mesurer les relations entre l'origine sociale des élèves, leur parcours scolaire et leurs chances de réussite aux différents niveaux et aux différentes transitions. Alors, c'est aussi un travail sur lequel je vais m'appuyer un instant qu'ont réalisé à nouveau Louis-André Vallet, qui est mon collègue sociologue, actuellement directeur de la Revue française de sociologie, et un de ses étudiants, Mathieu Ichou, qui est maintenant chercheur à l'INED, je crois, et ils ont étudié un panel. Ils ont étudié 2 enquêtes. Ils ont pris des données de 2 enquêtes, un panel de l'INED qui était constitué entre 62 et 72 et qui suivait à peu près 17 000 élèves qui étaient nés en 1951 et qui quittaient l'école élémentaire en 62 pour entrer ou non dans l'enseignement secondaire. À l'époque, la transition n'était pas automatique. On examine les transitions des parcours de ces élèves-là
transition de l'école élémentaire vers la classe de 6e, transition de la classe de 6e vers... de la classe du collège, de la classe de 3e vers le lycée, c'est-à-dire la seconde. Et la troisième transition, c'est la transition du baccalauréat général vers l'enseignement supérieur. À l'époque, le baccalauréat professionnel et technologique n'existait pas ou commençait à exister tout juste, donc on se fixe sur le baccalauréat général. Et puis ensuite, il s'agit de développer une comparaison avec un autre panel qui a été créé par le ministère de l'Éducation nationale et qui est observé entre 1995 et 2006 et qui concerne aussi 17 000 élèves nés en 1984 et qui entrent en 6e en 1995. Un troisième panel a été constitué en 2007 d'ailleurs et dont l'exploitation a commencé en 2014, je crois. Donc on dispose de deux grands échantillons longitudinaux qui sont séparés d'une quarantaine d'années. Alors, voilà les données sur lesquelles je vais m'appuyer et qui seront visualisées autrement à l'instant. Je vous montrerai dans la slide suivante, dans la diapositive suivante. Dans le système scolaire des années 60, qui est encore largement organisé en filière, seuls 59% des sortants de l'école élémentaire entraient en classe de 6e. C'est le premier chiffre ici. Et ici, vous avez à droite, en rouge, la proportion à chaque transition de la cohorte qui reste en jeu dans l'avancement de la carrière scolaire. Ici, vous avez le taux de transition et ensuite, qu'est-ce qui reste de la cohorte de départ. Tout simplement, on applique les 52% d'entrée en seconde, 59% entrent en 6e, et puis parmi ceux-là, il en reste 52% qui vont entrer en seconde, c'est-à-dire 31% de la cohorte initiale. 52% de 59%, ça fait 31%. Et obtiennent le baccalauréat parmi ceux qui sont entrés en seconde 55%, c'est-à-dire 18% de la totalité de la cohorte initiale. Et l'entrée dans le supérieur, parmi ceux qui ont obtenu le baccalauréat général, les 3/4 vont entrer dans le supérieur, mais ça ne fait plus que 15% de la cohorte initiale. Donc vous voyez le mécanisme, le raisonnement consiste à observer un amaigrissement successif de la cohorte initiale au fil des transitions et de regarder quels sont ces taux de transition, puis d'étudier quelles sont les chances en termes évidemment d'atouts sociaux pour franchir les épreuves successives. Les chiffres qui concernent la cohorte des années 95-2006 sont très différents. On entre en quasi-totalité en 6e, donc c'est l'effet des grandes politiques scolaires, et donc le taux est de 97,5%. Et l'entrée en seconde est elle-même à un taux supérieur parmi ceux, la quasi-totalité, 64% vont entrer en seconde, donc franchissent, après la fin de la période de la scolarité obligatoire, on a les 2/3 de cette cohorte qui va entrer en seconde. Ça fait un taux par rapport à la cohorte de départ de 62%. Et puis obtiendront le baccalauréat 50% de ces 64%, et on a donc un score de 31%, etc. Et tous ces scores sont évidemment très supérieurs à ceux de la cohorte des années 60, mais le mécanisme est toujours le même. C'est-à-dire on observe la diminution progressive. La représentation qu'ont donnée Ichou et Vallée ici est très suggestive. C'est à la fois des effectifs, donc on a la taille relative en termes d'origine sociale des élèves, la taille des groupes pour la première transition en 62, c'est-à-dire l'entrée en 6e, on a la taille des groupes et la proportion de ceux qui franchissent la première transition. Donc vous avez un groupe des classes populaires qui est évidemment beaucoup plus important en nombre d'élèves et les classes moyennes aussi que les classes supérieures par définition, mais les taux évidemment de transition sont beaucoup plus faibles et on a une représentation graphique très efficace ensuite en fonction de l'origine sociale des élèves de la chance de franchir la deuxième puis la troisième transition, l'entrée en seconde et l'entrée dans le supérieur.
Et donc vous voyez le phénomène de diminution progressive au fur et à mesure qu'on applique les taux de transition, les diminutions progressives des effectifs et l'inversion de la composition du groupe des élèves une fois qu'on est dans la transition ultime, c'est-à-dire l'entrée dans le supérieur. Ce sont les élèves des classes supérieures qui sont majoritaires en effectifs et évidemment les effectifs des enfants d'ouvriers. C'est un point que les sociologues rappellent volontiers et sans arrêt, enfin en sciences sociales en général, c'est les effets de composition sont absolument essentiels à contrôler en permanence dans toute analyse de ce type, et on voit pourquoi. Et donc, on voit bien le résultat. On a une augmentation générale des chances de transition. Comme je le montrais tout à l'heure, les scores sont toujours plus élevés ici que là. Et en même temps, on a des écarts qui sont importants. Et donc, il faut analyser ces chances de transition en fonction du milieu social. Quand on l'examine, on voit qu'il y a toujours plus de la proportion des élèves dans la cohorte de 1962, la proportion des élèves qui réussissent chacune des transitions, c'est toujours plus de 80% des enfants des classes supérieures et c'est toujours moins de 60% des enfants de classes populaires. Et donc, comme ces transitions s'emboîtent, je viens de le dire, les enfants d'ouvriers ne constituent plus, qui constituent la moitié des effectifs totaux dans l'entrée en sixième, n'en constituent plus qu'un cinquième dans la dernière transition. Et dans les années 2000, la première transition a disparu par définition, puisque tous les élèves entrent en sixième, mais voilà les résultats pour la génération la plus récente. On a encore la même structure de chance inégale s'applique à la transition numéro 2, mais avec des scores, des différenciations moins sévères. Et en revanche, voilà la surprise. La différence des taux de transition, elle n'existe plus des enfants des classes populaires aux enfants des classes supérieures, n'existe plus dans la troisième transition. Vous voyez, le score, il varie assez faiblement, de 65 à 61%. Et c'est ça, une des énigmes, évidemment, qu'on veut résoudre. C'est qu'est-ce qui se passe? C'est encore une fois pour entrer dans la machinerie des trajectoires scolaires, des mécanismes de sélection scolaire et sociale. Il faut expliquer ce fait. Vous voyez l'écart en l'entrée en seconde, c'est des marches d'escalier, et ici, on n'a plus cette différence. Alors, pour l'expliquer, on peut revenir sur la première enquête du panel. C'était une enquête d'Alain Girard et Henri Bastide, et ils avaient, pour expliquer ce qui se passait, ils avaient, pour analyser ces mécanismes qui sont sous-jacents à ces distributions de données, ils avaient deux variables possibles, deux mécanismes possibles. Premièrement, quel est le niveau de performance scolaire des élèves, c'est-à-dire leurs notes, leurs évaluations par les professeurs, dans des épreuves scolaires ou en des évaluations globales. Ce niveau de performance est corrélé à l'origine sociale. Donc, évidemment, les chances pour un élève d'entrer en sixième à l'époque dépendent fortement de ce niveau de réussite scolaire qui est lui-même relié à l'origine sociale. Mais il y a un deuxième mécanisme qui est à l'œuvre. À performance scolaire égale, deux élèves issus d'origines sociales différentes avaient des chances différentes d'avancer dans le parcours scolaire. Encore une fois, à performance scolaire égale. Ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme d'orientation, qui en quelque sorte pouvait priver un bon élève de milieu populaire d'une carrière scolaire longue en raison des choix d'orientation de la famille ou éventuellement aussi de l'établissement scolaire. Donc le milieu social agit de deux manières. Il agit sur la performance et sur l'orientation. L'orientation voulant dire la capacité de franchir les transitions dans un parcours scolaire.
Et c'était bien déjà cette idée d'orientation, c'est-à-dire de franchissement des transitions que je mettais en avant tout à l'heure dans les paradoxes de la démocratisation. La politique scolaire a essentiellement agi sur ce mécanisme d'orientation, c'est-à-dire de capacité de franchir des transitions, en rendant l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, en favorisant l'allongement de la scolarité par sa politique d'offre et le soutien à la demande scolaire. Et donc les familles ont vu évoluer leurs décisions d'orientation en fonction de la valeur croissante des études pour l'accès à l'emploi et en fonction du rendement salarial des diplômes. Mais cette politique scolaire agit moins directement et les résultats abondamment chroniqués des enquêtes internationales de type PISA le disent et essaient de le mesurer. Elle agit moins directement sur le premier mécanisme responsable des inégalités, c'est-à-dire la performance et sa mesure, qui est le produit de l'interaction entre le travail professoral, le travail des élèves et le système de notation. Donc la question devient celle-ci. Les transitions, c'est-à-dire l'orientation, sont plus aisées pour des élèves de milieux populaires et diminuent l'intensité du mécanisme socialement sélectif de l'orientation qui est lié aux décisions des familles. Autrement dit, le système scolaire agit en quelque sorte comme un tuteur des choix d'orientation des familles pour favoriser l'allongement de la scolarité. Mais quel est l'effet de cette politique sur les performances ? C'est une grande question. Alors, voici un tableau que je tire du même article de Mathieu Hichou et Louis-André Vallée, qui présente la performance selon l'origine sociale des élèves, c'est-à-dire la moyenne des notes, des appréciations obtenues pour chaque groupe d'élèves, le groupe des enfants, des élèves qui sont d'origine des classes supérieures, des classes moyennes ou des classes populaires, aux différentes transitions. La transition numéro 1, numéro 2, numéro 3, vous êtes maintenant familier avec ce vocabulaire. Et c'est une analyse qui utilise la notation, les performances aux épreuves, et donc les notes obtenues, on l'a transformée en une variable centrée réduite, comme on dit. L'opération de centrage, c'est substituer à une valeur une autre qui est centrée sur la moyenne arithmétique de la distribution, et la réduction consiste à diviser cette moyenne par l'écart type de la distribution. Enfin, je passe les détails techniques, mais ce qui veut dire que le total est toujours égal à 0. C'est le principe même de la valeur, mais ça permet de manipuler les notations, les systèmes de notation en centrant autour de la moyenne totale. Et les écarts veulent dire quelque chose, c'est-à-dire que, évidemment, les classes supérieures, les performances scolaires sont toujours supérieures dans les classes supérieures, les enfants des classes supérieures à celles des classes populaires, et le score est élevé, l'écart est élevé dans cette variable centrée réduite. Et vous voyez que l'intérêt de la démonstration, c'est de montrer que cet écart diminue, il est de 0,6 ici, si on additionne les deux valeurs extrêmes, et il faiblit au fur et à mesure qu'on franchit les transitions. Donc c'est bien le mécanisme de sursélection dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ceux des enfants qui ont réussi, des élèves qui ont réussi à franchir les transitions dans les classes populaires ont des notes qui se rapprochent progressivement de celles de leurs camarades, des enfants des classes supérieures. Et donc l'école fait son travail. On passe d'un score d'une différence de 0,6 ici à une différence de 0,06. On a divisé par 10 l'écart de performance. Mais elle fait son travail sur ceux qui sont parvenus à survivre dans le système et à franchir les épreuves. Et on réplique l'exercice pour la génération la plus récente et on observe les écarts. Les écarts ici sont importants. À nouveau, quand on regarde le tableau dans ce sens-là, on voit que les écarts diminuent de la transition numéro 2, c'est-à-dire l'entrée en troisième, à la transition numéro 3, c'est-à-dire la terminale et le passage vers le supérieur. Donc on a bien un effet qui est homologue de celui-là. Les performances deviennent plus homogènes. Mais ce qui est intéressant, c'est que les écarts sont beaucoup plus importants ici
que là. Autrement dit, les écarts entre les enfants des classes supérieures et des classes populaires ont augmenté dans la génération récente. Et c'est vrai dans cette transition-là aussi. Et ça, c'est un point évidemment essentiel. Ça veut dire que l'écart de performance est plus ample dans la période récente que la période ancienne. Autrement dit, on a là exactement ce qu'il faut pour démontrer l'interaction des deux mécanismes. L'orientation, c'est-à-dire la capacité de franchir une transition, et la performance, et l'effet de l'un sur l'autre. La propension à réussir une transition vers la troisième, vers le baccalauréat, vers les études supérieures, joue un rôle moindre, comme je l'ai dit tout à l'heure, en raison de la propulsion de la politique scolaire, mais c'est l'autre mécanisme qui gagne en importance, l'effet de l'origine sociale sur la performance scolaire à transition donnée. Et donc, on peut dire qu'en 4 décennies, l'inégalité devant l'école a partiellement changé de nature et qu'elle est devenue apparemment plus méritocratique. C'est ce qu'exprimait bien Antoine Prost dans un article de 1997. Et il dit, je le cite, « Avant les réformes, les victimes de la sélection scolaire pouvaient en rendre responsable le système qui ne leur avait pas donné leur chance. C'était des mécanismes d'inégalité sociale. En leur donnant apparemment leur chance, mais sans combattre efficacement ce qu'il appelle les pesanteurs sociologiques, les réformes des collèges ont rendu les élèves responsables de leur échec ou de leur succès. Ces réformes ont transformé en mérite ou en incapacité personnelle ce qu'auparavant on aurait imputé au hasard de la naissance. La charge des inégalités devant l'école n'incombe plus à la société, mais aux individus. Et de fait, la privatisation de l'investissement dans la carrière scolaire est de plus en plus visible avec les efforts des familles pour compléter ce qu'offre l'école par toutes sortes de compléments latéraux, des soutiens scolaires, etc., des mobilisations. Il y a aujourd'hui toutes sortes de recherches sur les mobilisations des familles de plus en plus précocement dans la carrière scolaire et la trajectoire des enfants, qui sont assez éclairantes. C'est l'objet notamment d'ouvrages récents très nombreux aux États-Unis. Et donc, ce point, la performance qui prend le pas en termes et qui porte la charge essentielle des inégalités sociales, alors que l'orientation a été facilitée par la politique, c'est un résultat important qui montre comment l'école peut faire bouger les lignes, mais ne contrarie pas toutes les lois de gravitation de la société. Et donc, l'histoire de l'expansion du système scolaire peut se résumer à 3 mécanismes. Un mécanisme quantitatif d'augmentation des taux de scolarité, des pourcentages d'une génération qui atteignent des points de plus en plus élevés de transition et de bifurcation dans la hiérarchie des niveaux scolaires. Il y a un mécanisme qualitatif de diversification des filières d'études à partir de l'entrée au lycée, c'est le thème de la diversification des baccalauréats. Et il y a enfin une interaction entre l'élévation du niveau de formation et du niveau de formation de base et l'orientation des individus dans la diversification des études suivies. La politique scolaire veut agir sur les 2 mécanismes, elle cherche à augmenter à allonger la scolarité des élèves jusqu'à des points de transition et d'orientation de plus en plus élevés. Elle veut aussi agir sur l'augmentation de la performance scolaire, qui est, elle, déterminée par d'autres raisons que les choix d'orientation, notamment ce qui se passe dans les établissements, la production pédagogique. Il est donc, en fait, il est plus facile de déplacer les points de bifurcation que d'augmenter la performance scolaire et de réduire les inégalités dans la performance scolaire. Car l'élévation de la performance scolaire est le produit de toute une série de facteurs qui sont beaucoup plus coûteux à manier et qui supposent notamment un bon design organisationnel de l'enseignement. À cet égard, les enquêtes PISA de l'OCDE sont devenues quasiment, pour le meilleur ou pour le pire, des prescripteurs de benchmarking organisationnel.
Et donc, au total, les inégalités scolaires devant la scolarisation secondaire, et d'ailleurs supérieure, je vais y venir, se sont transformées. L'élévation du niveau de formation est assortie d'une diversification des filières. Les chances d'obtenir un baccalauréat sont moins inégales, mais la valeur des différents baccalauréats et des études auxquelles ils conduisent est fortement hiérarchisée, et la diversification est devenue le foyer principal de la production de trajectoires inégales de formation. Je vais en donner une dernière preuve ici. C'est le calcul du taux d'échec dans des études supérieures en fonction de la série du baccalauréat. C'est un résultat qui vient en quelque sorte mettre la conclusion de mon analyse sur la partie du secondaire et m'offrir la transition vers l'enseignement supérieur. Vous voyez ici l'ensemble des bacheliers et le taux d'échec selon la série du baccalauréat. Le taux d'échec est de un peu moins de 20% pour l'ensemble des bacheliers, mais vous voyez à quel point il varie considérablement selon les types de baccalauréat. Le baccalauréat professionnel, les taux d'échec sont de près de 55%. Donc les élèves qui ont le baccalauréat et qui ont la possibilité, qui ont le droit d'entrer dans l'université et dans les études supérieures, n'auront pas de diplôme. Plus d'un sur deux n'auront pas de diplôme. Et c'est un des grands problèmes qui est posé aujourd'hui à un défi de la troisième massification qui s'annonce, c'est comment modifier évidemment ce mécanisme-là, ce taux d'échec et d'autosélection qui est considérable. On a déplacé les points de bifurcation de plus en plus loin, mais voilà un signe que au-delà du baccalauréat, évidemment, les phénomènes de sélection, d'autosélection et d'échec sont considérables. Les baccalauréats technologiques occupent une position intermédiaire et ce sont les baccalauréats généraux qui continuent à avoir la charge, enfin la valeur la plus positive. Vous voyez que les taux d'échec dans le supérieur d'un bachelier du baccalauréat général sont de moins de 10% et beaucoup encore inférieurs selon les séries. La série S détenant toujours l'essentiel du taux de réussite et des chances de succès dans les études supérieures. C'est un résultat simple, mais évidemment extrêmement cruel pour une politique qui veut propulser, et en même temps un défi pour une politique qui veut propulser les étudiants en plus grand nombre dans des études plus longues au-delà du baccalauréat qui était la frontière symbolique prioritaire. Alors justement, déplaçons-nous maintenant vers l'enseignement supérieur. Pardon, c'était la conclusion. L'enseignement supérieur, je vais en présenter les évolutions rapidement. Voici l'histoire longue reconstituée par un des membres de notre équipe, Pablo Zamit. Il a calculé l'augmentation des effectifs des étudiants dans le monde universitaire. Vous voyez, la courbe est extrêmement impressionnante. À partir de la première massification scolaire qui est ici, à partir des années 60, du milieu des années 60 jusqu'au milieu des années 80, et puis avec un phénomène de pause dans l'augmentation et une reprise extraordinairement vive de l'augmentation dans les années 90 à 2000. Évidemment, c'est corrélé aux transformations du système de l'enseignement secondaire et du taux de bacheliers que j'ai indiqué tout à l'heure. Alors, maintenant, je vais m'intéresser essentiellement à cette deuxième massification de l'enseignement supérieur, qui est le produit en partie d'un accès croissant au baccalauréat et de réussite au baccalauréat, et donc des conséquences pour l'inscription dans l'enseignement supérieur. Entre 1980 et 2011, le nombre d'étudiants a doublé. Il est passé de 1,2 million à 2,3 millions.
croissance essentiellement due à celle du nombre de bacheliers, bien sûr, et à sa diversification des baccalauréats, mais aussi à l'arrivée d'étudiants étrangers. Quand on regarde les taux de diplôme dans la durée, ici ce sont des données sur 25 ans, 84 à 2010, vous voyez que la proportion des sortants de formation initiale selon le plus haut niveau de diplôme obtenu, donc qu'est-ce qu'on fait quand on sort du système de formation, quel diplôme a-t-on? 21% des étudiants avaient un diplôme supérieur au bac en 84 et ils sont 42%. Donc c'est un phénomène de doublement qui est un chiffre très, très important. Le taux de non-diplômés, lui, a baissé, mais il reste tout de même essentiel, enfin très important. Il est quand même de 17% encore en 2008-2010. C'est-à-dire qu'un jeune sur 6 n'a pas de diplôme supérieur au brevet des collèges. C'est un défi majeur. C'est une frontière. Les chiffres ont baissé dans les années 90, mais ils n'ont plus vraiment baissé beaucoup dans les années 2000. C'est un point évidemment essentiel qui est lié à tous les débats que nous avons dans notre société sur une autre bifurcation possible vers des apprentissages, c'est le modèle allemand, qui vient en concurrence avec la politique de propulsion homogène d'une classe d'âge dans les filières, même diversifiées au sein des établissements scolaires. Mais donc, on a un phénomène de translation qu'on observe. Le passage au baccalauréat s'est relevé, le taux de réussite au baccalauréat a augmenté, donc le taux d'étudiants dans l'enseignement supérieur augmente par la même, mécaniquement, mais comme pour le secondaire, on a une diversification de l'offre de formation qui est corrélée à cette croissance. Jusque dans les années 80, c'était l'université qui était le premier vecteur de la massification de l'enseignement supérieur. Entre 2000 et 2010, les effectifs de l'université augmentent beaucoup moins vite que la moyenne de l'enseignement supérieur, en général. En 80, on avait 68% des étudiants qui étaient inscrits à l'université. En 2014, ils sont 57%. Ici, je vous ai fait figurer les taux de les contributions des différents types de filières, les universités, les IUT, les sections de techniciens supérieurs, qui sont dans les lycées, mais qui sont des études supérieures, des filières sélectives courtes, comme les IUT, les classes préparatoires aux grandes écoles et toutes les autres formations qui se sont développées. Et vous voyez, entre 80 et 2014, vous voyez le mécanisme. Sur fond d'augmentation du nombre d'étudiants, qui ne figurent pas ici puisque ce sont des pourcentages et pas des effectifs, mais le décor de fond, c'est l'augmentation du nombre d'étudiants. Vous voyez à quel point l'université reste un socle majoritaire, mais perd en importance, et une partie de la croissance des effectifs étudiants est en fait portée par d'autres filières, les sections de techniciens supérieurs, la totalité des autres formations qui ne relèvent pas de l'université, dans laquelle il y a une partie de formation du secteur privé. Et ce qui est intéressant, sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est les deux filières qui sont dans l'enseignement supérieur, qui portent la sélectivité la plus rentable, aux deux bouts de la chaîne, c'est les IUT d'un côté. Leurs effectifs augmentent un peu, mais pas beaucoup plus qu'en fin de période, et donc leur croissance est corrélée au nombre d'étudiants, mais leur taux, leur proportion dans le système n'augmente pas vraiment, et c'est encore beaucoup plus vrai pour les classes préparatoires, qui restent extraordinairement stables dans leur contribution à la croissance des effectifs étudiants. Leur part reste la même. Donc leurs effectifs augmentent parce que le nombre d'étudiants augmente, mais leur part reste exactement la même du début à la fin, c'est-à-dire sur 35 ans. Ça, c'est un point remarquable sur lequel je reviendrai plus tard. Ici, ce sont les données en chiffres, mais je ne vais pas les détailler davantage. Je n'ai pas le temps.
Dans le tableau précédent, ici vous trouverez en fait dans cette croissance très vive des filières extra-universitaires, vous trouverez notamment présente la croissance des écoles d'ingénieurs et de commerce qui sont petites ou grandes et qui ont porté une partie de la croissance des effectifs dans les années, au début des années 2000. Cette croissance corrélée à la diversification est évidemment identifiable aussi en termes de diversification sociale ou d'inégalité sociale. Ici, vous avez la distribution des origines sociales des étudiants dans les différentes filières que j'ai présentées tout à l'heure, un peu plus détaillées encore. Vous avez en bleu les agriculteurs, en rouge les cadres. Les professions intermédiaires sont en couleur blanche-jaune, les employés en grisé vert clair, les ouvriers en rouge foncé ou en violet, et les retraités, les inactifs, sont en orange. Oui. Et donc, vous voyez, le mécanisme est très clair. Les filières, la filière universitaire est essentiellement fréquentée. La majorité des étudiants sont encore, le mode est dans les classes supérieures, mais elle s'est ouverte à la diversification sociale qui est portée ici. En revanche, les filières des classes préparatoires sont tout à fait caractéristiques d'un recrutement qui est extrêmement sélectif socialement. Et il est stable, à vrai dire, depuis 35 ans dans sa sélectivité. Ici, on fait figurer les écoles normales supérieures qui sont le résultat d'une partie de la fréquentation de la filière des classes préparatoires, et le score est encore plus impressionnant. Les chiffres, à vrai dire, je ne vais pas les détailler beaucoup, mais les chiffres étaient presque les mêmes pour les filières les plus sélectives il y a 20 ans, donc, pardon, il y a 15 ans. Et on pourrait remonter plus loin, on n'aurait pas de différence considérable. Pour illustrer simplement l'argument que la diversification, notamment extra-universitaire, a porté la croissance, ici j'ai pris des données qui étaient disponibles sur les établissements et leur contribution à la croissance des effectifs. En bleu, vous avez l'enseignement supérieur public, en bleu clair, et en bleu foncé, c'est le public qui dépend directement du ministère de l'Enseignement supérieur. Et en violet rose, enfin en rose, l'enseignement supérieur public hors ministère de l'Enseignement supérieur, et puis en vert, c'est l'enseignement privé, et dans lequel on trouve ces écoles de commerce et certaines écoles d'ingénieurs, et c'est elles, et des filières de formation sociale, paramédicale notamment aussi, c'est elles qui ont porté une partie de la croissance effective à partir des années 2000. La croissance est en indice ici. Évidemment, leur poids relatif est bien moindre que celui de l'université, donc dans les effets de composition, leur incidence en termes d'effectifs est limitée, mais leur croissance est forte, et c'est un point important que j'utiliserai à nouveau, sur lequel je reviendrai quand je parlerai des établissements sélectifs des grandes écoles. Alors, j'ai donc exploré l'expansion du système et l'interaction entre diversification et croissance. Et maintenant, je voudrais poser la question, mais que valent ces études au juste ? Que vaut l'accès au bac ? Que vaut l'accès à un diplôme d'enseignement supérieur ? Et c'est évidemment un grand sujet, c'est un sujet à la fois d'expansion de la société vers une économie de la connaissance. Augmenter le taux de diplômés, c'est un objectif important. Le niveau d'éducation générale de la population, diminuer les inégalités devant cette ressource majeure de la carrière, de l'accès à l'emploi devant l'éducation, évidemment c'est un sujet majeur. Mais c'est aussi un sujet majeur
au sens où si tout le monde est davantage diplômé, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un phénomène d'inflation et donc de dévalorisation des diplômes? C'est un sujet majeur, à la fois pour l'évolution de la situation d'une société, puis aussi pour les comparaisons internationales. Et pour l'analyse de l'exposition au chômage. Bien sûr, quand on étudie la valeur des diplômes, il existe d'autres analyses possibles qui sont pas simplement les gains personnels tirés de l'éducation, mais aussi des gains publics, la défense de la démocratie, la tolérance aux différences, l'engagement dans des actions publiques, dans des causes de biens publics. Voilà des questions évidemment, mais je ne vais pas mesurer ces effets non privés et ces rendements non privés, ces externalités de l'élévation des niveaux de formation. Il y a sur ces sujets-là d'excellents travaux, notamment un article que je vous recommande de Oreopoulos et Salvanès qui s'appelle Priceless, The Non-Pecuniary Benefits of Schooling, les bénéfices non monétaires de l'éducation et de la scolarisation. Alors, l'analyse des rendements d'éducation porte essentiellement sur la rémunération du travail et sur la contribution du niveau d'éducation à l'explication de la rémunération et des écarts de rémunération et donc de la structure des salaires. La variable principalement responsable des différences des rémunérations est bien la formation diplômée et qualifiante qui est obtenue par un individu, formation et diplômes qui sont exploités une fois qu'on a accès à l'emploi. Mais à cette formation s'ajoute aussi, du fait même de l'exercice de l'activité professionnelle, une accumulation d'expériences et de compétences qui sont acquises sur le tas, on the job. C'est cette double modalité d'acquisition des compétences qui explique, selon la majorité des enquêtes qui sont menées et qui sont extraordinairement nombreuses, à peu près 30% de la variance des salaires. Si on analyse la dispersion des salaires, on peut expliquer cette dispersion pour un tiers par la contribution du diplôme. Évidemment, puisqu'on explique un tiers, c'est que d'autres mécanismes entrent en jeu dans la formation des rémunérations et les différences de rémunération. Ils ont trait aux caractéristiques de l'individu. Cet individu ne se réduit pas à sa formation et à son expérience professionnelle, aux caractéristiques de l'emploi qui est exercé, les caractéristiques de la firme ou de l'organisation où travaille l'individu, le secteur, la taille, la localisation, le type de management, etc. Le type de management est devenu aussi une variable opérationnelle. C'est un point intéressant. On a ouvert la boîte noire et on en a fait une variable opérationnelle dans des travaux récents. D'autres facteurs sont liés au modèle économique du pays, c'est-à-dire la qualité de la protection sociale, le niveau des prélèvements sociaux, la fiscalité, le niveau du salaire minimum. Nous verrons l'influence de ce dernier point un peu plus tard. Et je vais peut-être aller tout de suite vers une slide qui est intéressante pour que vous compreniez le raisonnement, c'est celle-là. L'analyse, généralement, porte sur cette fraction-là de la formation des salaires, c'est-à-dire le 9e décile sur le 1er décile. C'est une donnée que je tire. Ici, on représente la distribution des individus, des salariés à temps complet en fonction de leur salaire annuel brut. On part de 10 000 euros et on va ici sur une échelle qui va jusqu'à 135 000 euros. Elle va beaucoup plus haut dans certains cas, mais qui sont peu nombreux. Et c'est un travail qui a été fait par Michel Amar de l'INSEE, qui a été publié en 2010. Et il s'agit des salariés de 2007, mais la distribution elle est à peu près invariante, sauf dans la dernière partie qui va s'élever bien davantage au-delà du 9e décile. Et ce que je voudrais préciser tout de suite, c'est que la plupart des recherches sur le rendement de la formation s'intéressent beaucoup à cette partie-là, où éventuellement vont jusqu'au 95e centile, c'est-à-dire aux 5%, 95% de la population qui est située sous la valeur de référence, c'est-à-dire au 95e centile ici, c'est 85 000 euros, mais ne s'intéresse pas beaucoup à la formation et à la rémunération, à la contribution de la formation, à l'écart, à la super rémunération ici, parce que de tout autre mécanisme entre en jeu. C'est un des grands débats qui a été lancé par beaucoup de travaux et
qui ont fait grand bruit, notamment ceux de Thomas Piketty, sur la fameuse concentration des revenus, des salaires sur les 1% ou les 1 pour 1000 individus. Et là, dans ce cas-là, des phénomènes entrent en jeu qui ne sont plus de l'ordre de la simple application des raisonnements en termes de rendement de la formation. C'est une précision que je veux donner d'abord parce que, évidemment, je vais y revenir tout à l'heure, parce qu'on peut en donner une explication intermédiaire sans faire appel à d'autres facteurs tout de suite, une explication intermédiaire par l'intensité d'utilisation de l'expérience professionnelle. Avant de passer à d'autres analyses du type marché des talents ou des super talents, marché mondial qui fait exploser les salaires, les rémunérations de ceux qui sont jugés entre guillemets talentueux dans tous les secteurs, que ce soit les artistes. La catégorie qui se situe ici est très composite. On a des médecins, des artistes, des sportifs, des patrons, des financiers, des informaticiens de haut niveau, etc., des entrepreneurs, bien sûr, mais elle est très composite et elle peut avoir des niveaux de formation extrêmement différents. Un sportif, sa formation, elle se lie beaucoup à l'apprentissage sur le tas et au franchissement d'épreuves successives de compétition. Voilà la précision que je voulais donner avant d'entrer dans le détail du rendement de la formation. J'ai beaucoup de données à vous présenter, donc ça va être un peu difficile pour tenir, mais on va avancer. Les analyses, quand on fait l'analyse du rendement de la formation, elles arrivent toujours à ce point. Une fois contrôlés tous les facteurs responsables de l'hétérogénéité des individus, des emplois et des entreprises, il existe une forte prime salariale à l'éducation et surtout maintenant à l'éducation supérieure. Donc, il n'y a pas d'histoire, on gagne à se former et on gagne à se former de plus en plus, même en contexte d'inflation des diplômes ou de fantasme de si tous diplômés, alors tout le monde est perdant à un moment donné. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça n'est pas un jeu à somme nulle ou à somme négative, c'est un jeu à somme positive. La formation est une excellente chose à tous égards. C'est le problème de son niveau et de sa spécialisation qui entre en jeu quand on veut commencer à raisonner sur le rendement précis à niveau donné. Alors, comment est-ce qu'on travaille ? On travaille avec l'équation d'un modèle célèbre de Mincer qui examine le revenu. On prend son logarithme pour travailler et il est déterminé par le niveau d'éducation, un facteur qu'on veut calculer. Il est déterminé par l'expérience professionnelle et par le carré de l'expérience professionnelle parce que l'expérience professionnelle a un rendement qui s'infléchit dans le temps et donc on a besoin de contrôler ces points d'inflexion en portant la variable au carré. C'est une équation simple, elle est extrêmement simple, qui caractérise assez bien les salaires observés, qui permet d'estimer 30% de la dispersion, et comme le note un de mes collègues, Marc Gurgan, que j'avais invité d'ailleurs dans un des séminaires de mon cours ici au collège, il y a peu d'exemples dans les sciences sociales et économiques d'un phénomène dont la variance est expliquée pour un tiers par simplement deux variables, et ce pouvoir explicatif est observé de manière universelle. Pour vous en donner une preuve ici, je vous ai représenté, mais vous ne les lirez pas parce que c'est illisible sous cette forme-là, c'est un document visuel un peu particulier. Ce sont des statistiques de l'OCDE sur le rendement de l'éducation et on compile pour chaque pays, exactement selon le même mécanisme que je viens d'indiquer, on compile les rendements aux différents niveaux de formation du moins élevé au plus élevé, et on regarde quels sont les écarts et la progression. Les données s'ordonnent toujours, il y a toujours un gain à se former davantage, mais ce gain peut varier selon les pays en fonction de beaucoup de facteurs spécifiques. Donc ce sont des outils de comparaison à grande échelle, à la fois dans le temps, on va y venir, et dans l'espace. Ici, vous avez la représentation du mécanisme. On regarde le nombre d'années de formation et on regarde le logarithme des salaires et on observe si la pente est positive, elle s'élève ou non. Et ici, vous avez la dispersion. Donc, cette dispersion des points indique qu'on n'explique pas par la formation
toute la dispersion, c'est ce que j'ai dit, 30% sont expliqués et 70% ne le sont pas, mais on a bien une courbe qui passe, ou une droite qui passe à travers ces points et qui en capte l'essentiel, 30% de la variance. Et voilà le résultat techniquement représenté, si vous voulez. Il indique que le gain salarial est en moyenne de 7% par année supplémentaire d'éducation. C'est une valeur qui est très variable selon les pays, selon leur système éducatif et leur économie, et selon les conjonctures, mais cette valeur, ce rendement par année supplémentaire, est toujours positif, ou même fortement positif, même dans des conjonctures difficiles. Et on en a des preuves innombrables. Je vous présente ici un travail qui a été fait sur des données des États-Unis par Kruger et Lindahl en 2000. C'est le même principe, le nombre d'années et le log du salaire. Ça concerne les États-Unis, ça concerne la Suède. Vous voyez que la Suède comprime les salaires, donc le rendement de la formation est plus faible. Ça concerne l'Allemagne de l'Ouest et ça concerne aussi des données d'Allemagne de l'Est. À l'époque, elle existait encore, on a pu faire le calcul sur des données d'Allemagne de l'Est, et vous voyez qu'en Allemagne de l'Est aussi, la formation a un rendement positif. Au gain monétaire qui est associé à un niveau supérieur d'éducation, il faut aussi ajouter, et c'est un point qui est considérable, notamment dans un certain nombre de pays qui protègent bien l'emploi de ceux qui en détiennent un et qui créent des niveaux de chômage élevés pour les individus peu qualifiés et non diplômés. Il faut donc ajouter au rendement monétaire propre la valeur protectrice du diplôme contre le chômage, ce qui évidemment augmente le gain moyen attendu d'un niveau de diplôme. Et cette valeur protectrice est extrêmement élevée. Je vous en donne une preuve ici par des données américaines d'abord. Vous voyez les niveaux de formation sont étagés. Le bleu représente la formation la plus longue. Bachelor and higher, c'est 25 ans et plus de formation, de l'âge des individus. Le vert, c'est un niveau de formation some college or associate degree, c'est-à-dire des années 2 ou 3 ans de formation supérieure. Ici, c'est la high school, on est diplômé de la high school, c'est une sorte d'équivalent du baccalauréat. Ici, c'est moins que la high school. Et vous voyez que, quelle que soit la conjoncture, les données portent de 1992 à 2015. Il y a des variations conjoncturelles, mais les courbes sont toujours superposées de cette manière-là. Donc, les diplômés sont toujours beaucoup moins exposés. Les taux ici varient de 12% à 16% et descendent jusqu'à 2%. Les courbes sont toujours étagées de la même manière. Et ici, vous avez les données pour la France. De 1978 à 2014, il y a une rupture de chaîne, c'est dû à la nature des enquêtes qui ont été modifiées. Le design des enquêtes emploi a été modifié, donc les courbes on a interrompu les séries, mais on les a reconstituées ensuite. Les données concernent pour le rose les brevets ou aucun diplôme, mais ici on est sur ça concerne la sortie des étudiants, des élèves ou des étudiants après 1 ou 4 ans de sortie en fonction du diplôme obtenu. Donc c'est très court, c'est juste après la sortie. Et là, l'échelle des courbes, elle va jusqu'à 50% d'une classe d'âge ou d'une classe de diplômés, pardon. Et en bas, vous avez les diplômes supérieurs, sans surprise, et les diplômes intermédiaires sont en bleu clair, et la courbe noire, c'est la courbe de l'ensemble des individus considérés. Donc vous voyez que c'est exactement le même principe, mais qui s'élève à un niveau beaucoup plus élevé pour les non-diplômés. Ça, c'est une des différences de fonctionnement du marché de travail et des systèmes de protection de l'emploi entre les deux pays. Et ici, vous avez le raisonnement qui est étendu dans le temps, c'est-à-dire qu'on regarde les individus de 1 à 4 ans, puis de 5 à 10 ans, pour savoir ce qui s'est passé une fois qu'on est entré sur le marché du travail, quand on a tenté d'entrer sur le marché du travail, quelle est la force de rappel du diplôme,
Et donc, les données sur 1 à 4 ans, vous les avez vues, elles sont représentées ici dans des couleurs différentes, mais c'est exactement le même principe. Et en revanche, elles se compriment pour les individus qui ont augmenté leur expérience professionnelle, mais quand même, les écarts sont très spectaculaires. Les individus qui n'ont pas de diplôme restent surexposés au chômage à un taux qui est quand même très élevé. Il s'élève jusqu'à 30%, même après 5 à 10 ans de sortie du système scolaire, alors que les taux fluctuent autour de 5% ou moins pour les diplômés du supérieur et fluctuent autour de 5 à 10% et jusqu'à 15% quand même pour les titulaires d'un CEP, d'un BEP ou même d'un baccalauréat et l'équivalent. Mais les non-diplômés, eux, évidemment, sont ceux qui subissent les chocs les plus violents de conjoncture et de toute manière restent surexposés au chômage, quoi qu'il arrive. Alors, on peut en donner encore une autre représentation qui est en fonction du taux de chômage dans les différentes conjonctures. Je tire ça d'un article sur lequel je m'appuie dans ce cours un peu plus tard encore, qui est de Baudelot et Glaude, qui est un très, très bel article qui s'appelle « Les diplômes se dévaluent-ils en se multipliant ?», qui date de 89, qui est à la fois un article très riche en résultats et une très belle leçon de méthode. Les trois courbes représentent la probabilité d'être au chômage à 3 dates différentes, 85, 77 et 70. Je vous rappelle qu'en 70, le chômage était marginal. En 77, il avait commencé sa progression. Et en 85, il représente près de 8% de la population active. Donc, ce sont trois conjonctures extrêmement différentes. Et on a une représentation de la probabilité d'être au chômage en fonction de l'âge de sortie du système scolaire. Et vous voyez que c'est exactement le même mécanisme, simplement il est plus ou moins développé en fonction de la présence du chômage dans la société. Et la surexposition, elle est aussi conjoncturelle, bien sûr. Donc il y a deux facteurs. C'est un facteur structurel, être diplômé ou non, et de quel diplôme, et un facteur conjoncturel, c'est être exposé à un haut niveau de chômage dans la société ou pas. Et la surexposition est évidemment encore plus forte dans les périodes de très forte incidence du chômage. Ça, c'est ce gain additionnel que je ne vais pas mesurer ensuite, mais qui doit rester présent dans l'argumentation. J'arrive bientôt au bout, mais je vais entamer tout de même le raisonnement. Pour mesurer la valeur d'un diplôme, en fait, on peut procéder d'une manière assez simple, sans modéliser, sans passer par la courbe de Mincer, l'équation de Mincer, en situant simplement, en se demandant où se situent les détenteurs des différents diplômes dans la hiérarchie des salaires. En quelque sorte, c'est une mesure ordinale, c'est-à-dire par rang, par étage, de la valeur des diplômes qui ne dit rien sur leur rendement salarial propre, mais qui dit où on peut se situer dans l'échelle des revenus d'une société. Un même diplôme peut procurer une position moins enviable dans la hiérarchie des salaires d'une période à une autre, mais si les salaires ont progressé, ce diplôme peut procurer un meilleur salaire absolu dans la deuxième période, alors que sa valeur relative a baissé. Vous êtes mieux payé, mais dans la hiérarchie des salaires, vous êtes situé plus bas. C'est ce qui peut arriver, et notamment du fait du mécanisme d'inflation des diplômes ou de multiplication des diplômes. Alors, c'est exactement cette approche qu'ont adoptée donc Glaude et Baudelot dans leur article. Ils situent ici, ils donnent la distribution des 10% d'individus les moins payés. Qu'est-ce qu'ils ont comme diplôme en 70, en 77, en 85, et c'est fait pour les hommes et pour les femmes. Et parmi ceux qui sont les moins payés, on trouve progressivement aucun diplôme. Ils ne sont que 15% ici en 70 et ils sont 30% en 85. Donc, effectivement, l'absence de diplôme est de plus en plus pénalisante et augmente vos chances d'être dans le bas de la hiérarchie salariale. Quand on relève un peu le critère, on prend les 25% des salariés les moins payés et on regarde quel est leur niveau de diplôme. On trouve là 50% des non-diplômés d'abord en 70 et 56% en 85.
Et en revanche, on voit les effectifs de ceux qui sont titulaires d'un BEPC, par exemple, augmenter aussi, mais moins vite. Mais ils augmentent néanmoins. Ça veut dire qu'il y a un phénomène évidemment de rendement moindre du diplôme, puisque les diplômes de type CAP, BEPC vous situent davantage dans les moins bien payés en 85 qu'en 70. Et si on relève encore et qu'on prend la moitié de la population active qui est la moins payée, on distribue la population en deux en fonction du niveau de salaire, on voit que, là encore, les variations vont à la hausse. Le bac général, vous aviez 17% d'individus titulaires du bac général situés dans cette catégorie en 70, et ils sont 21% en 85, etc. Et le BEPC, là encore, le taux augmente. Donc, il y a un phénomène de perte relative de valeur du diplôme, et à l'inverse, quand on va s'élever dans la hiérarchie des niveaux de revenus, on va voir le rendement des différents diplômes. Celui qui reste invariablement le plus rentable, ce sont les deux de médecine, des filières sélectives, la médecine et les diplômes des grandes écoles. Là, les scores varient peu et vous procurent toujours un avantage élevé. Vous avez 100% de chance d'être dans les 25% des mieux payés avec un diplôme des grandes écoles ou des filières de médecine. Et ici, ce sont dans les 10% des mieux payés, vous êtes 92% en 70 et 92% en 85. Et dans les 5% des mieux payés, la proportion des diplômés des grandes écoles s'élève assez spectaculairement. Donc, c'est une des représentations possibles de la valeur du salaire, de la valeur de la formation, pardon. C'est la représentation par la performance relative des diplômes qui se dégradent sous l'effet de l'accroissement des diplômes et des hauts diplômes. Les diplômes les plus modestes sont proportionnellement plus nombreux qu'il y a 15 ans, à figurer dans le quart des salariés les moins payés. C'est un déclassement qui peut être objectivé. Mais maintenant, on peut aller dans un sens différent et regarder ce que vaut non pas la valeur relative, mais la valeur absolue d'un diplôme. Alors, il y a dans ce diplôme un élément qui est essentiel à prendre en compte, c'est le rendement de l'expérience professionnelle. C'est un élément qui n'est pas pris en compte directement dans ce genre de tableau-ci et qu'on peut mesurer. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on gagne à mesure qu'on exerce un emploi. Je m'aperçois que j'atteins la fin de mon cours. Je vais brièvement indiquer les points essentiels. La théorie du capital humain sur laquelle est basée l'équation de Münzer contient en effet cette hypothèse essentielle. L'expérience professionnelle permet d'acquérir ou de consolider des compétences, mais l'écoulement du temps contribue aussi à déprécier les compétences. Quand l'individu s'éloigne de l'état le plus récent des savoirs techniques ou fondamentaux qui lui a été transmis dans sa formation initiale. Et cette variation à la hausse ou à la baisse du stock des connaissances et des compétences dessine un profil qui est caractéristique des courbes de carrière salariale, qui est un profil concave. La valeur de l'accumulation d'expérience augmente beaucoup au début de la vie active et se réduit beaucoup à mesure que la perspective de la retraite se rapproche. Il y a donc un point d'inflexion dans les courbes ou de réduction de l'augmentation. Ici, vous avez, toujours dans l'article de Baudelot et Glaude, qui contient beaucoup de graphiques très illustratifs, et ces données ont été répliquées ensuite et on trouve des résultats très, très convergents. On a le rendement de l'expérience professionnelle de ceux qui ont la formation la plus longue, qui sont sortis du système de formation à 26 ans, ici qui sont sortis à 16 ans, et ici les données le permettaient, ceux qui sont sortis à 11 ans, à l'époque où la scolarité n'était pas encore obligatoire jusqu'à 16 ans.
Et voilà le rendement de l'expérience professionnelle. Il augmente bien au début de la vie active, et puis ici, pour ceux qui ont la formation jusqu'à 16 ans, il est plat ensuite, donc il n'y a plus de carrière salariale, tandis que le phénomène de la carrière salariale est fortement associé au niveau de diplôme. Avoir le sentiment que s'être formé, c'est aussi pouvoir en tirer un bénéfice en se développant, y compris par sa rémunération, mais aussi par l'acquisition de compétences, c'est directement corrélé au niveau de diplôme initial. Et cette courbe s'infléchit à la fin, elle s'infléchit à peine, mais la pente devient beaucoup plus plate dans la dernière partie de la vie active. Mais le phénomène de la carrière salariale sur lequel a été basé tout un ensemble de pactes sociaux dans notre société, c'est-à-dire l'ancienneté doit être rémunérée, il est contenu dans ce genre de représentation et de courbes très, très, très étagées. Et les écarts augmentent au fur et à mesure que le temps passe. Donc le temps n'est pas rémunérateur de la même manière, évidemment, en fonction du diplôme. Pourquoi ? Et je vais m'arrêter ici ensuite. Pourquoi ? Notamment en raison de la qualité formatrice du travail. J'ai présenté cette diapositive dans mon premier cours, mais je la reprends ici. Ce sont des enquêtes sur les conditions de travail en Europe qui indiquent, qui demandent aux salariés, est-ce que vous apprenez des choses nouvelles dans votre travail ? Et ici, on le présente en fonction du métier, de la profession exercée. Ce sont des catégories, des nomenclatures anglo-saxonnes, managers, professionals, des techniciens et des professionnels, c'est-à-dire des cadres supérieurs ou l'équivalent à des professions libérales supérieures. Ça, c'est des professions intermédiaires supérieures, disons. Ça, ce sont des professions administratives, les emplois du commerce et des services, les emplois de l'agriculture, les emplois de l'artisanat. Regardez l'artisanat, c'est intéressant. L'artisanat a un niveau d'individus qui déclarent apprendre des choses nouvelles qui est beaucoup plus élevé que leurs voisins en termes de salaire moyen. Ici, ce sont les ouvriers et ici, ce sont les emplois peu qualifiés. Et vous voyez ce que veut dire le rendement de l'expérience professionnelle, notamment à travers un indice simple comme ça. C'est tout simplement que le métier vous apprend plus ou moins de choses en fonction de ce type de métier et de la formation que vous avez acquise au départ pour accéder à ces métiers. Et ce point-là est décisif. Il est encore plus décisif aujourd'hui qu'hier parce que pour ceux qui apprennent peu de choses, ça veut dire que leur travail est routinier et qu'ils sont candidats à la robotisation de leur activité. Ceux qui apprennent énormément de choses, les robots doivent se débrouiller pour apprendre la même chose et ça n'est pas aussi facile. Et donc, leurs activités sont beaucoup moins routinières. Et tout ça a une incidence sur la carrière salariale, c'est mon point. L'autre point qui est beaucoup discuté, c'est l'incidence sur l'emploi lui-même. Est-ce que ces emplois-là seront maintenus ou est-ce qu'on va leur substituer des machines ? Ça a commencé, bien sûr, mais c'est un premier aspect. Ce qui m'intéresse ici, c'est le rendement salarial et l'explication de l'écart en termes de rendement de l'expérience professionnelle en fonction du diplôme initial, du métier dans lequel on exerce, on teste la valeur de sa formation initiale et de la valeur de la teneur en formation d'un métier. Je conclus parce que je suis au-delà de mon temps et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour le complément de cette démonstration et l'entrée dans l'explication du rendement considérable des formations les plus sélectives. Il faut leur donner au moins deux explications possibles, c'est-à-dire une valeur de signal et de rente d'une formation dont les effectifs restent stables en proportion. Et l'autre explication, c'est une explication en termes de rendement par la technologie de la formation. Et est-ce que les formations de ce type ont une technologie éducative qui est supérieure et qui donc procure davantage de choses ? C'est un point important. Il faut mettre des explications en rivalité pour leur donner à chacune ses chances. Sinon, on peut se rabattre trop vite sur le thème une grande école, c'est une rente de situation. C'est un peu plus compliqué que ça. Ça n'est pas faux, mais c'est plus compliqué que ça. Merci de votre attention.